Jason, Mother is talking to you. Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ce soir on se retrouve pour une rétrospective vendredi 13. Énormément de films à passer en revue, 12, donc on est là pour un paquet de temps. En ouverture, j'aimerais adresser mes condoléances aux familles des victimes de l'attentat de jeudi. C'est absolument terrible, il n'y a même plus de mots. Cette année est la pire de toutes. J'ai jamais vécu ça, je pense que voilà, vous êtes tous pareils, c'est complètement incompréhensible. C'est immonde, donc dans ces conditions, c'est assez compliqué de parler de quelque chose d'aussi trivial que le cinéma ou le jeu vidéo. Je voulais adresser un mot là-dessus. Respect aux victimes, mes condoléances aux familles. J'aimerais évidemment remercier tous ceux qui ont fait des dons pour la cagnotte solidaire. Guillaume et Youssef en tête qui ont fait des dons complètement dingues. Donc la cagnotte est plus vivante que jamais. Et je pense qu'elle est là pour un bout de temps. On va vraiment la mettre en place le plus longtemps possible. Merci à vous, merci de la bienveillance de la communauté. Parce que ça va permettre d'aider énormément de gens qui sont dans la merde. La situation est telle que là, il y a plein de gens qui se retrouvent sans rien. Avec quasiment rien pour vivre chaque mois. Donc là, avec cette cagnotte, on va pouvoir aider. Et ça, c'est génial, c'est grâce à vous tous, les gars. Merci. Un mot, hommage à Sean Connery qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà. Comme quoi 2020, c'est vraiment la pire année de merde ever. C'est Halloween ce soir, donc on va essayer de rester trivial. Je vais essayer de vous divertir en vous parlant d'une saga de films d'horreur qui m'est chère. Vendredi 13. Alors c'est pas ma saga de films d'horreur préférée, comme vous le savez, c'est Halloween. Surtout le premier Halloween de John Carpenter. On avait fait une petite rétrospective avec Style l'année dernière. Peut-être que j'en referai une face caméra de ces quatre, pour entrer un peu plus dans les détails. Mais Vendredi 13, c'est une saga que j'aime beaucoup, malgré tous ses défauts. Et je vais essayer de vous expliquer vraiment en profondeur tout ce qui se passe dans chacun de ces films. Mon ressenti global, et pourquoi pas vous initier, vous donner envie de regarder quelques films. Même si je pense que là, ce soir, vous feriez mieux de regarder le premier Halloween, pour ceux qui l'ont pas vu, de 78, de John Carpenter. Toujours un chef-d'œuvre. C'est un vrai film artisanal, c'est un film d'auteur qui n'a pas pris une ride à mes yeux. Il est génialissime. Mais bon, Halloween, c'est une saga qui est très vite partie en couille. Il y a 3 timelines différentes maintenant. En gros, c'est soit vous regardez le 1, le 2, le 4, le 5, le 6, soit vous regardez le 1, le 2, le Halloween 20 ans après, qui est le 7e, et le 8, soit vous regardez le premier Halloween et vous enchaînez avec le dernier qui est sorti en 2018. Donc c'est un merdier incroyable, et vous voyez, Vendredi 13, la force de cette saga, c'est qu'en tout, il y a 11 films qui se suivent, et il y a un 12e film qui est un remake sorti en 2009, mais vous voyez, les 11 films, ils se suivent tous, c'est le même canon, malgré quelques incohérences, malgré des plaintes de fans qui trouvent qu'à partir du 9, ça part trop en couille. On va y revenir. Mais voilà, le canon n'est pas brisé. C'est vraiment une saga d'un bloc, avec les 8 premiers films qui sont sortis à la suite. Quasiment chaque année, il y a quelques exceptions. Parfois, il y a eu des coupures de 2 ans. Mais si vous comparez une saga comme Halloween, où il y a eu des coupures énormes, surtout entre le 2 et le 4, parce que le 3, c'est pas un épisode qui fait partie de la saga, c'est un Gaiden. Et entre le 5 et le 6, pareil, c'est passé très longtemps. Et entre le 7 et le 8, il y a eu 4 ans. Après, il y a eu après c'était fini. Il y a eu les remakes de Rob Zombie. Et il y a eu deux films. Et après, des années plus tard, ils ont fait une suite reboot en 2018. Bref, c'est un merdier monumental. Vendredi 13, c'est beaucoup plus simple. Là, si vous voulez faire un marathon, vous allez les regarder du premier au dernier, sans coupure, et vous allez tout comprendre. En même temps, il n'y a pas grand-chose à comprendre, parce que ce sont des films, il faut le dire, complètement cons, mais qui ont un charme. Il faut aussi savoir que c'est une saga qui a subi énormément de censure. En fait, on ne verra jamais les versions non censurées de tous les films. À l'époque, la censure était très très sévère avec ces slashers. Et voilà, il y a tout simplement beaucoup de plans qui ont été perdus, qui ont été détruits. Il y a quelques plans qui ont subsisté, mais en très mauvaise qualité sur des bonus. Mais il reste quand même des plans gore très intéressants. Et je vais vous dire, un des gros points forts de la saga, c'est l'originalité des meurtres et le réalisme
des effets spéciaux, notamment grâce à Tom Savini. Alors on en parle beaucoup de Tom Savini, c'est le mec en charge des effets spéciaux sur le premier et le quatrième opus. Il n'a été là que sur 2 films en vérité, mais son travail a influencé toutes les personnes qui ont bossé sur la saga après lui. En gros, il était là sur le tout premier film, Vendredi 13, sorti en 1980. On l'a rappelé pour The Final Chapter, qui était le 4e opus. Et après, il a disparu de la saga, mais son travail est resté très très influent. Et pour ceux qui ont fait le jeu vidéo et qui ont eu la bonne idée de le soutenir sur Kickstarter, vous avez eu un skin inédit, le skin Jason Savini, que malheureusement je n'ai pas et qui est maintenant vendu à une fortune sur internet. Bref, alors Vendredi 13, on va commencer évidemment avec le tout premier film de 1980, un film de Sean Cunningham, qui n'est pas un réalisateur qui a fait une grande carrière, d'ailleurs c'est une constante de la saga. Vous pouvez vous amuser à regarder. Si vous regardez le parcours de tous les réalisateurs de tous les films, qui changent à chaque film, à part l'un des réalisateurs qui est présent sur 2 films, si vous regardez leur parcours, ils n'ont fait soit que des daubes, soit ils ont fini en série télé, sur des séries de merde, évidemment, je ne parle pas des grandes séries qu'on a actuellement, soit pour certains, leur carrière s'est complètement arrêtée. Voilà, il y a une sorte de malédiction Vendredi 13, il faut savoir qu'en fait, la critique de l'époque, la critique professionnelle était extrêmement dure, extrêmement condescendante, et puis on était dans l'Amérique des années 80, extrêmement puritaine, qui ne supportait pas des films où on voit des boobs, une profusion de sang, des films très très gore, sans véritable fond. Parce qu'il faut le dire, ces films n'ont pas de fond, ils n'ont pas de message, ils n'ont pas de morale, ce sont des films fun, qui sont rigolos, bourrés de second degré, je pense notamment à l'opening du 6e épisode, qui est un pastiche de James Bond, on en reparlera. Mais bref, la critique a massacré ces films à l'époque, et c'était Paramount qui a produit l'essentiel des films, du premier jusqu'au 8e épisode, avant de revendre les droits de la licence à New Line, qui a ensuite fait Jason va en enfer, et des années plus tard Jason 10. Mais voilà, en fait, ils avaient honte, Paramount avait honte de ces films, parce que c'est quand même une boîte prestigieuse qui produisait pas de la merde. Et cette saga s'en est tellement pris dans la gueule qu'à un moment donné, ils ont eu honte et se sont dit on va faire le 4e épisode, ça sera The Final Chapter, c'est le dernier, mais finalement ça rapportait tellement de fric qu'ils ont continué à en faire, ils ont continué pendant des années à exploiter la franchise, voilà, parce que ce sont des films qui ont toujours été extrêmement rentables jusqu'à la fin. Bref, donc, Vendredi 13, premier du nom, encore une fois un film de Sean Cunningham, qui a un parcours catastrophique, cinématographique, mais qui n'est pas un mauvais réalisateur. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, je pense ça de quasiment tous les films de la saga, ce sont des films qui sont bien réalisés globalement. Où il y a, d'ailleurs, sur les scènes de meurtre, tout est storyboardé, tout est bien découpé, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a vraiment une ingéniosité de l'équipe des effets spéciaux, qui se sont vraiment cassés le cul à faire des meurtres extrêmement réalistes. On y croit, hein. Pas pour tous, il y a certains effets qui ont mal vieilli, notamment dans le 4, à la fin, la mort de Jason. Pour le coup, c'est un effet de Tom Savini, mais quand sa tête s'écrase sur la machette, ça a très mal vieilli. N'empêche que voilà, il y a beaucoup d'astuces, énormément de génie, c'était bien avant les CGI, ce sont des effets en dur, excepté sur Jason 10 qui est sorti en 2001. Mais il y a énormément d'ingéniosité. Voilà, donc ce sont des films qui sont pensés, hein. Faut pas croire que ce sont des films improvisés, ça n'a rien à voir par exemple avec les Paranormal Activity, qui sont clairement des films où rien n'est pensé à l'avance. On est au niveau d'Abdelatif Kechiche, c'est le zéro absolu du cinéma. Non, là, les Jason, ce sont des films qui sont pensés. Pas tous les plans, mais il y a énormément de plans, notamment voilà, toutes les scènes de meurtre, qui sont très étudiées, et on a des vrais réas, mine de rien, malgré leur carrière de merde, derrière la caméra. C'est pour ça que c'est presque injuste de voir que la plupart des mecs n'ont pas fait carrière vraiment après, hein. Cette saga a malheureusement teinté leur nom et leur héritage. Mais avec les décennies qui passent, il y a un nouveau respect par rapport à toutes ces franchises, ces slashers des années 80 qui reviennent à la mode. Et on est très nombreux à avoir grandi avec et apprécier ces films pour ce qu'ils sont, des films fun et débiles. Bref, on va parler de ce premier film, je vous le jure, Vendredi 13 donc, sorti en 1980. C'est un film qui est sorti 2 ans après le premier Halloween de John Carpenter, et Halloween a tellement cartonné à l'époque que Paramount voit ça,
Et Cunningham et son équipe se disent putain mais c'est tellement simple. Enfin ils ont cru que c'était simple. D'ailleurs il y a énormément de gens qui se sont inspirés du premier Halloween qui ont cru que c'était simple de passer derrière Carpenter, qu'en fait c'était juste un mec qui butait tout le monde. Alors que non, c'est beaucoup plus profond que ça, il y a une véritable atmosphère, il y a un vrai savoir-faire de Carpenter en termes d'instaurer une ambiance. En plus c'était à la fois le réalisateur mais aussi le compositeur des films, il allait rechercher des sons très spécifiques. Bref, là ils se sont dit ça va être simple. On va faire en sorte que le film se passe dans un endroit où les jeunes sont comment dire, ils peuvent pas se cacher. Voilà, c'est un endroit naturel, en pleine nature, en pleine forêt, donc c'est l'environnement Crystal Lake, qui est un environnement fictif qui n'existe pas vraiment. Et il va y avoir un mec ou une femme, on ne sait pas, on va en parler, qui va buter tout le monde. Et il n'y aura pas de fond, on mettra des filles à poil, il y aura du sang partout, et tout le monde va adorer. Et ils se sont dit ça à cause du premier Halloween. Et ben mine de rien, ça a marché. Premier vendredi 13 a tellement cartonné que ça a généré toutes les suites qu'il y a eu. Et je vais vous donner mon point de vue dessus. Parce que c'est un rip-off de Halloween, mais pas que. En fait, je vais vous dire, pour moi, ce film s'inspire beaucoup plus de Psychose, d'Alfred Hitchcock, même si l'influence n'est pas tellement revendiquée, hein, même en écoutant des interviews du réalisateur et de l'équipe de l'époque, et même globalement en écoutant les gens qui ont bossé sur tous les épisodes de la saga, on parle jamais de Psycho. Et pourquoi je vous parle de ce film? C'est avant tout pour la bande-son de Bernard Herrmann, que tout le monde s'en souvient, c'est une BO qui est devenue complètement culte. Le score de Harry Manfredini, qui est le compositeur attitré de tous les films Vendredi 13, au moins c'est simple, contrairement au réalisateur qui change de film en film, il y a un seul compositeur derrière tous les films de la saga. Alors je trouve qu'il s'est énormément répété de film en film, et qu'il a commencé à varier son style à partir du 6e épisode, et surtout sur le 9 et le 10, notamment le 10, qui je trouve a peut-être la meilleure BO de la saga, en tout cas la plus recherchée, la plus intéressante. En tout cas c'est un compositeur qui a évolué avec le temps, et c'est intéressant de voir ça. Et bref, en tout cas clairement, quand vous écoutez la BO, le score de Vendredi 13, premier du nom, et si vous écoutez à côté le score de Bernard Herrmann sur Psychose, c'est copier-coller. C'est quasiment la même chose, c'est identique, c'est incroyable, et c'est une influence qui n'est pas revendiquée. Et après, bon, évidemment, il y a le petit gimmick, le... Attends, c'est ça ou pas? J'ai un doute. Non, c'est... Voilà, c'est ça. Et en fait, pour faire cet effet, il l'a fait un petit peu au hasard. C'est qu'à un moment donné, dans le premier film, il y a une phrase avec Kill et Mommy. C'est Betsy Palmer qui sort cette phrase. Et donc, Harry Manfredini, arrivé au montage là pour faire le score du film, à un moment donné, il se dit il y a un truc à faire avec Kill et Mommy. Et du coup, il prend la première syllabe de Kill, ça fait Ki, et la première syllabe de Mommy, plutôt prononcé Mami, et ça fait Ma. Et du coup, il garde le Hi et A de Mami. Voilà, et ça nous a donné du coup ce petit thème emblématique qui est présent tout du long de la série. Ça, pour le coup, c'est original, c'est une astuce qui est géniale, mais voilà, le score est quand même très 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 proche du score de Bernard Herrmann dans Psycho. Et à l'autre truc, l'autre énorme influence, c'est évidemment le scénario. En fait, dans Psycho, on a Norman Bates qui va prendre les traits de sa mère, qui va se déguiser au sein de sa demeure. Et là pendant tout le film, on ne connaît pas l'identité du tueur. Et on a l'impression que c'est un homme, et en fait le twist à la fin, je vais vous le dire, parce que maintenant c'est quand même connu, tout le monde le sait, c'est la mère de Jason, parce que Jason n'est pas présent dans le premier film, à part sur un flashback à la fin, où on le voit sortir de l'eau en mode zombie, qui est d'ailleurs un effet spécial créé par Tom Savini, qui est génial et qui n'a pas pris une ride. Donc c'est elle la tueuse, c'est la mère de Jason, Pamela Voorhees, qui tue toutes les personnes du film. Et donc du coup c'est une sorte de psychose inversée. C'est au nom de son fils, en mémoire de son fils Jason, qui est mort noyé par... De ce qu'elle pense, c'est parce que les gens qui étaient là, les campeurs, les moniteurs, n'ont pas fait attention
au fait qu'il y a un gamin handicapé qui est en train de se baigner et qui s'est noyé. Du coup, elle va se venger, elle a gardé la haine en elle, et elle veut se venger d'absolument tous les gens qui vont s'aventurer autour de ce lac, parce qu'elle ne veut plus jamais qu'un petit garçon se noie dans des circonstances tragiques. Alors, ce qui est original dans le film, mais là encore, c'est repris de Psycho, et également du premier Halloween, parce que vous savez, la première scène magnifique dans Halloween de 78, c'est un point de vue subjectif de Michael qui va tuer sa sœur. Bah là, l'utilisation du point de vue subjectif est énormément utilisée dans ce premier Vendredi 13, comme c'est le cas d'ailleurs jusqu'au moins à l'épisode 5, parce que je vais y revenir, mais les 5 premiers films sont quasiment tous des copier-coller. Il y a très peu d'originalité, et quand vous allez faire un marathon, bon courage pour ne pas vous endormir, parce que vraiment c'est du réchauffé en boucle jusqu'au 6e opus qui enfin renouvelle les codes de la saga. Mais donc du coup voilà, énormément de points de vue subjectifs utilisés. Et du coup, on ne sait pas qui tue pendant tout le film, et à la fin on a la révélation du fait que c'est la mère de Jason, Pamela Voorhees, qui a commis tous ces meurtres. Interprétée par Betsy Palmer, qui était très très belle étant jeune, qui est pas mal encore d'ailleurs je trouve, elle doit avoir la cinquantaine dans ce film, et qui livre une prestation géniale, et tout le sel du film, tout l'intérêt de Vendredi 13 de 1980, c'est la performance de Betsy Palmer, c'est la révélation, le twist, avec la confrontation avec la jeune femme, et j'ai envie de dire que le film ne tient quasiment que sur ça. On pourrait dire que oui, il y a une ambiance, il y a un effort de réa, vraiment dans la recherche des plans, dans l'ambiance sonore, même si encore une fois, voilà, très pompé de Bernard Herrmann. Il y a une ambiance qui s'installe, mais on se fait chier. Voilà, c'est un film qui est très emmerdant. Les gens qui s'attendent à voir Jason, hein, qui connaissent pas du tout la série, bah, vous pouvez passer directement au deuxième film, parce qu'il n'est pas présent à part dans un flashback. Mais voilà, c'est un film, je vais vous conseiller, en fait, si vous voulez regarder la saga, à la limite, je vous conseillerais presque de mater la dernière demi-heure. C'est la partie la plus intéressante du film. Et ça n'a pas trop vieilli, ça va. Et au moins, ça pose la mythologie autour du personnage de Jason. On comprend tout. Tout est installé pour les suites. Mais c'est un film qu'on regarde, pour moi, dans le cadre d'un marathon. Voilà, c'est pas un film qu'on mate en stand-alone. Si vous voulez voir un Jason, je vais vous commencer, parce que c'est une saga où vous pouvez commencer limite par n'importe quel film. Vous pourriez commencer par le 6 autant que par le 7 ou même le 4. Parce que ce qui est bien dans le début du 4, c'est que vous avez un résumé des 3 premiers films. Donc à la limite, ça serait le 4 qui serait le meilleur pour commencer la saga. Le premier film, vous pouvez vraiment vous en dispenser, si vous voulez pas vous taper un marathon de 11 films, ou bien regarder la dernière demi-heure. Voilà. En tout cas, voilà, Vendredi 13, c'est un film que je trouve sympathique, qui n'est clairement pas le meilleur de la saga, qui pompe sans vergogne Halloween et surtout Psycho, mais qui a le mérite d'avoir lancé une saga qui est bien bourrine, qui est fun. Il y a des boobs, et puis j'avais oublié de vous dire, c'est un des premiers rôles de Kevin Bacon qui ne revendique jamais son passage dans la série. Trop honteux, j'imagine. Voilà, un des premiers rôles de Kevin Bacon avec une des meilleures morts d'ailleurs de toute la saga, où il va se prendre une flèche dans la gorge. Encore un super effet spécial de Tom Savini. Et voilà pour la prestation de Betsy Palmer à la fin du film. Un film sympatoche, mais pas non plus culte, même si c'est le premier film de la saga. Voilà. Un an plus tard, suite au succès foudroyant de Vendredi 13, en 1980 sort Friday the 13th Part 2. Donc le deuxième Vendredi 13 réalisé par Steve Miner, qui est également le réalisateur sur le troisième opus. Voilà, c'est la seule exception de la saga, ensuite c'est que des réalisateurs différents. Steve Miner, voilà, qui a une carrière catastrophique après ça, mais qui n'est pas un mauvais réal encore. Alors le film se passe 2 mois après le premier, et donc l'héroïne qui a survécu à la fin du premier film, dès l'opening, elle se fait dessouder par Jason. Voilà, Jason, c'est enfin son arrivée dans la saga. Pas sous le look que vous connaissez tous avec le masque de hockey, mais avec un sac à patates. Il faudra attendre le 3e film avant qu'il ait le masque emblématique. Et donc voilà, le film commence, on avait la survivante du premier épisode qui se fait dessouder dès le début du film. Et ça, c'est une des faiblesses de la saga pour moi. On a retrouvé ce côté dans d'autres films d'horreur. On a la survivante ou le survivant du dernier film qui se fait buter à l'épisode suivant.
Je crois que le truc le plus scandaleux, c'était dans Halloween Résurrection, qui était le dernier épisode de la saga Halloween à l'époque, du coup la première ou deuxième timeline, suivant comment on voit les choses. Mais Laurie Strode, rappelez-vous de Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle dans Halloween Résurrection, crevait dès l'opening. Bref, là le problème, c'est que dans la saga Vendredi 13, on a très peu de personnages récurrents. En fait, je dis très peu, il y en a quasiment aucun, à part cette survivante du premier opus qui se fait dessouder dès le début du deuxième opus, et Tommy Jarvis, qui est un personnage dont on reparlera à partir du 4e épisode, mais qui n'est là que pour 3 films. Il n'y a pas vraiment d'équivalent à Laurie Strode ou Dr. Loomis dans cette saga Vendredi 13, et c'est ce qui fait que globalement je trouve qu'elle manque d'enjeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau film Vendredi 13, c'est un nouveau set de personnages, un nouveau groupe auquel on a très peu de temps pour s'attacher, surtout que la plupart des acteurs ne sont pas très bons, exception faite de Crispin Glover qui est excellent dans le 4e opus, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mais voilà, souvent ce sont des nouveaux personnages, on sait qu'ils vont tous se faire zigouiller, il n'y a pas d'enjeu, voilà, ça va juste être complètement gratuit. Jason va buter tout le monde, et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de persos récurrents, et là, s'ils voulaient reprendre l'héroïne du premier film pour la faire crever dans le deuxième plutôt, pardon, ça aurait été mieux d'attendre les 3/4 du film avant qu'elle se fasse buter, parce que là, il n'y a même pas de surprise. Le film commence dessoudé. Voilà, terminé. Donc Jason se venge. C'est un film pour moi qui n'a pas beaucoup d'intérêt si vous ressortez du premier. Si vous commencez la saga avec celui-là, très bien, mais c'est complètement copié-collé sur le premier. C'est complètement identique. La réalisation est quand même très mimée sur le premier. Le score de Harry Manfredini est quasiment identique. Tout le placement de l'atmosphère, l'utilisation de la caméra subjective pour faire douter de qui va tuer à chaque fois, encore une fois qui est employé jusqu'au 5e opus, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait qu'on a le sentiment de revoir le même film, sauf que là, à la place de la mère de Jason, on a Jason. Voilà. Mais c'est un film sans surprise, sans vraiment de saveur, à part que voilà, c'est le premier film où on en présente Jason. Donc, historiquement, il faut quand même le voir pour ça. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. C'est pas mal réalisé. Il y a quelques meurtres sympathiques. Donc Tom Savini, par contre, n'est plus présent sur cet épisode. Il reviendra seulement à partir du 4. Mais voilà, c'est un film qui se laisse regarder, on se laisse porter, ça a quand même vieilli, il faut le dire. Mais il y a une ambiance, il y a l'ambiance Crystal Lake. Donc là, le deuxième opus se passe à Packanack. Donc pour ceux qui ont le jeu vidéo Vendredi 13, bien, la carte Packanack, c'est là où se passent les événements du deuxième opus. Voilà, bref, on va enchaîner avec Friday the 13th, part 3, partie 3. Donc là encore sorti un an après, toujours un film de Steve Miner. Alors là par contre ça se passe un jour après le deuxième film. Ça suit vraiment la continuité de ce qui s'est passé. Et on voit d'ailleurs, le film commence avec, avec la fin de l'épisode précédent, comme c'est le cas d'ailleurs sur le début du deuxième film, hein, qui commençait avec la fin du premier film. Donc là on retrouve Jason au début du troisième film en mode sac à patates. Il s'est fait buter par la blonde, enfin on croit qu'il était mort, mais finalement il revient. Et donc c'est le film où il va enfin porter le masque de hockey, le masque emblématique. Alors, nouveauté pour la saga, et d'ailleurs dernière fois où ça va être utilisé, c'est un film qui est sorti en 3D. Alors, je crois que le titre français c'est Meurtre en 3 dimensions, à moins que ça soit le titre canadien. Moi je vous avoue que je connais surtout les titres anglais originaux de la saga Vendredi 13. Bref, film sorti en 3D à l'époque, il y a encore moyen de le voir en 3D avec l'édition Blu-ray, d'ailleurs je crois qu'il va ressortir dans une meilleure version parce que la dernière fois c'était pas bien adapté. Alors moi je ne l'ai jamais vu dans la version 3D, je pense que ça n'a pas grand intérêt, surtout que voilà, c'était une sorte de revival à l'époque de la 3D. Plusieurs fois on a tenté de faire ça, ça a toujours loupé jusqu'à Avatar. Mais même là, finalement, avec les années, vous avez vu qu'il y a une perte d'intérêt pour la 3D. Mais du coup, quand on le regarde en 2D, donc en version normale, il y a pas mal de plans qui ne servent à rien et on voit clairement qu'ils sont là pour la version 3D. Je pense notamment à une séquence où il y a un mec qui fait du yo-yo. À un moment donné, tu as un vieux qui présente un truc à la caméra. Et du coup, là, quand on regarde ça en version 2D,
on voit que c'est des plans complètement gratuits, qui n'apportent rien, qui sont là pour amuser les spectateurs qui l'ont vu en salle à l'époque, dans sa version 3D. Bref, là encore, c'est un copier-coller du premier opus, et a fortiori aussi du deuxième opus, hein, il se passe rien de nouveau. Des gonzesses à poil, Jason qui va trucider tout le monde, quelqu'un qui va survivre à la fin, et avec encore une séquence de rêve, me semble-t-il. Alors, j'ai enchaîné tous les films, mais ils se ressemblent tellement tous, entre le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, que j'ai du mal à me souvenir exactement où se situent certains trucs. Mais je crois qu'à la fin, dans le 3, comme à la fin du 2, comme à la fin du premier, il y a une séquence de rêve où le survivant va se faire attaquer par Jason, ou halluciner qu'il voit Jason, et finalement il va se réveiller, puis t'as les flics qui arrivent, ou l'hôpital, enfin bref, le SAMU, et ça se termine comme ça. Bref, la structure est la même que le premier et le deuxième opus. Ça n'a quasiment aucun intérêt, si, pour un truc, c'est que le générique est génial, c'est une de mes musiques préférées de toute la saga de Jason. Voilà, le générique du troisième opus, c'est un de mes préférés, la musique est mortelle. Et je trouve qu'après celui-là, jusqu'au 6e opus, ils se sont pas fait chier, quoi. D'ailleurs, même dans le 7e opus, on a un titrage très lambda, avec marqué réalisé par machin, produit par machin. Là, on a un générique qui bouge un peu plus, mais d'ailleurs avec un effet 3D, et avec une musique qui envoie, ça j'aime bien. Mais voilà, c'est un film qui a quand même vieilli, qui n'a pas vraiment d'originalité, et qui a été produit à la chaîne, voilà, dans la mouvance des Vendredi 13 qu'on produisait dans tous les sens à l'époque. Mais voilà, il y a également Jason qui fait son apparition avec le masque pour la première fois. Donc c'est un moment d'histoire pour ceux qui veulent la genèse de comment il a récupéré ce putain de masque de hockey. Et bien il faudra regarder le 3e film. Maintenant, on va passer au 4e qui était censé être le dernier, The Final Chapter. Donc en 1984, 2 ans après le 3e film, sort Friday the 13th, The Final Chapter. Le chapitre final, le 4e opus, parce que voilà, je vous le redis, Paramount avait honte de ces films, mais en même temps, ça rapportait plein de pognon, c'était facile. Donc là, ils se sont dit, pour le symbole, on va appeler ça The Final Chapter, même si il y a tout un truc, tout un twist qui est amené pour l'opus d'après, je vais vous en reparler. Mais on fait croire que c'est le dernier, ça va être du cash facile, c'est simple à faire. Donc cette fois-ci, c'est réalisé par Joseph Zito. Je ne sais pas pour quelle raison ils se sont passés de Steve Miner. Peut-être parce que les critiques étaient désastreuses de film en film, mais ça n'a pas changé avec le 4e film. Joseph Zito, qui a une carrière merdique, hein, je vous invite à regarder son parcours sur IMDb, c'est complètement catastrophique. Mais là encore, ce n'est pas un film qui est mal réalisé. Il y a beaucoup de plans qui sont très bien foutus. Là, c'est le retour de Tom Savini aux effets spéciaux. Il y a plein de trucs qui tiennent encore grave la route. Encore un film qui a été massacré par la censure, malheureusement. Je dirais que voilà, je vous l'ai dit au début, mais le seul effet qui est un peu mal vieilli, c'est la mort de Jason à la fin. Voilà, on voit bien l'effet spécial, mais ça a son charme. Bref, donc ce qui est sympa avec celui-ci, c'est qu'on a un gros résumé des 3 premiers films. Et Jason va encore une fois revenir. Alors, je voulais vous parler d'une chose, je vais faire une petite parenthèse. C'est que contrairement à Michael Myers, qui se prend quand même plusieurs balles dans le premier film, qui se fait carrément cramer et devient aveugle à la fin du 2e film, et tu te demandes comment il revient dans le 4e, Jason, dans le 2e et 3e opus, tu peux encore croire au fait qu'il ait survécu. Il prend pas trop la misère. Et à la fin, du coup, ils se sont dit, on va faire une mort vraiment marquante, on va dire, voilà, là, on voit qu'il est vraiment crevé, c'est terminé, c'est la fin. Parce qu'à la fin, il y a une machette qui est plantée au sol, et il y a Corey Feldman, donc, qui va interpréter un nouveau personnage qui s'appelle Tommy Jarvis, qui va faire en sorte que Jason va tomber sur... la tête de Jason tombe sur la machette, et donc là, on voit qu'il a complètement le crâne transpercé, et normalement, c'est la fin, à coup sûr. Là, on se dit, ok, c'est une mort à laquelle je peux croire, il n'est pas censé revenir, après tout être humain est censé être mort après ça. Bon, cela dit, avec Jason, de toute façon, ça reste très mystérieux, parce que c'est pas clair. Pamela Voorhees nous dit que son fils s'est noyé et qu'il est mort dès le premier opus, et finalement, il revient dans le 2e. Donc, est-ce que Jason, je vais vous poser la question, est-ce que Jason était mort dès le premier opus, ou est-ce qu'il avait survécu ? Moi, mon interprétation, c'est qu'il avait survécu à la noyade et qu'il meurt vraiment en tant qu'être humain dans ce 4e opus. Et on va reparler de ce qui se passe après.
Mais alors que voilà, dans la saga Halloween, Michael Myers pour moi devient un zombie, même si c'est pas complètement confirmé, mais pour moi il devient un zombie à partir du 4e opus. Moi je trouve que ce qui prouve ça, c'est ses mains. Si vous faites attention à Michael Myers dans le 4e film, il a vraiment des mains, un teint de zombie, qui n'a plus rien à voir. Alors il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il est cramé, d'accord. Moi je pense que c'est parce que c'est un mort-vivant. Puis après, bon, dans le 6e film, on apprend carrément que c'était une secte qui l'aurait ressuscité. Bref, excusez-moi, on parle de Vendredi 13. Bref, donc là, c'est censé être l'exécution finale de Jason, donc on a un nouveau personnage, ça se passe donc, alors pour ceux qui... Ah putain de merde, j'ai oublié de vous dire un truc par rapport au 3e film. Pour ceux qui font le jeu vidéo, la carte c'est Higgins Haven dans le 3e film. Et là pour le 4e, ça serait la carte Jarvis, donc là parce qu'on va découvrir la famille Jarvis avec le personnage de Tommy, qui va être présent pour 3 films, donc le chapitre final, A New Beginning et Jason Lives. Malheureusement, là dans le premier opus, il est campé par Corey Feldman, que vous connaissez si vous avez vu les Goonies, qui est un très bon acteur. Et malheureusement, voilà, son personnage va être interprété par 3 acteurs différents en 3 films. Ce qui fait que même si là, bah voilà, là on peut trouver éventuellement l'équivalent d'une Laurie Strode, vu qu'il n'y a pas de continuité dans les acteurs, c'est dur de s'accrocher à ce personnage, surtout qui, pour moi, ce perso est un con fini, surtout dans le 6. Alors, je vais revenir après. Bref, film qui est encore une fois un remake, même si c'est une suite, hein, c'est une suite directe, mais c'est un remake des 3 premiers opus. Vraiment, on est en terrain connu, des gonzesses à poil, des gens qui baisent. Alors oui, une règle évidente, si un jour vous vous retrouvez dans un camp qui ressemble à Crystal Lake, ne baisez pas. Parce que vous avez bien compris en regardant tous les films Vendredi 13, que plus vous baisez, plus vous augmentez la probabilité de vous faire trucider. Et oui, c'est comme ça. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a des gens qui baisent, on sait que Jason va crever. Que les gens vont crever, qu'ils vont se faire trucider par Jason. Il n'y a pas de surprise, on s'attache pas à ce nouveau groupe, hormis un personnage, Crispin Glover. Voilà, Crispin Glover, un de ses premiers grands rôles avant qu'il soit vraiment connu avec Retour vers le futur. C'est un des seuls très bons acteurs de la saga à mes yeux. Son perso est attachant. Voilà, il joue un perso qui vient de quitter sa copine ou se faire larguer. Et du coup, il va partir avec ses potes. Et il est triste, il n'a pas confiance en lui. Puis là, il va tomber sur une nana qui le chauffe. Il va baiser avec. Il est trop content parce qu'elle le rassure. Et malheureusement, je dis ça, mais voilà, il va se faire trucider. Et c'est très triste, un des meilleurs acteurs de la saga qui disparaît comme une daube, avec une scène de mort qui est quand même pas mal. Je vais pas vous la spoiler pour vous donner envie de regarder ce film ou de le remater. Mais voilà, j'ai pas supporté tout le côté Tommy Jarvis, le gamin là, qui à la fin va lui-même buter Jason, ça n'a aucun sens. Voilà, on a un petit gamin qui va venir à bout de Jason dans ce 4e film. Il se rase le crâne dans une scène qui est très bizarre. Mais par contre, voilà, tout le setting, tout le film t'amène au fait que Tommy Jarvis, c'est un gamin qui est quand même un petit peu bizarre. À la fin, il se rase le crâne, quoi. Limite, il part en guerre contre Jason. Bref, tout est amené pour qu'il devienne Jason lui-même dans le 5. Il y a clairement ce cliffhanger à la fin qui t'amène vers ça. Comme d'ailleurs, ça a été repris dans Halloween 4. Alors autant Vendredi 13, c'est complètement inspiré du premier Halloween, autant Halloween 4 qui est sorti en 88, je pense qu'ils se sont inspirés de Final Chapter, de Vendredi 13 4, par rapport au fait que le gamin à la fin est censé devenir le nouveau Jason. Comme c'est le cas pour Jenny, la fille de Laurie Strode, qui est censée devenir le nouveau Michael Myers à la fin du 4e opus. Et que ce soit Vendredi 13 partie 4 ou Halloween 4, après ce cliffhanger, au film suivant, dans les 5e épisodes respectifs, et bah la promesse, on va faire 180 complets, on va complètement oublier le cliffhanger et on s'en fout. Et en ça, je trouve que le 5e film est très décevant, mais on va en parler juste après. Bref, écoutez, Final Chapter, c'est un film qui reste sympa si vous n'avez pas maté les 3 premiers juste avant. Parce que là, dans le cadre d'un marathon, je vous avoue que là, arrivé au 4e opus, vous en pouvez plus, c'est encore la même formule, c'est la même chose. Donc je vous conseillerais presque de commencer directement par celui-là si vous voulez tous les enchaîner. Vous n'avez pas besoin de remater le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, vous matez la dernière demi-heure du premier, et vous enchaînez directement sur le 4e opus. Parce que dans le 4e, vous avez la synthèse, le best-of, de tout ce qui fait le sel, tout ce qui fait le charme, tout ce qui fait l'ambiance des Vendredi 13. Donc en cela, c'est un petit peu le film qui symbolise
ce qu'a été la saga lors de sa première période. Parce qu'après, on a le 5e qui est un épisode à part, et après, on a la saga qui part dans une direction qui est encore différente. Voilà, donc un film sympatoche, pas mal réalisé, avec son ambiance, avec un score de Harry Manfredini qui reste trop proche pour moi des 3 premiers opus, et du coup qui reste vraiment dans l'ADN de ce qu'était la saga à la base. Maintenant, on va parler de Friday the 13th, A New Beginning, qui est le numéro 5. En 1985, un an à peine après The Final Chapter, qui était vraiment censé conclure la saga, ils remettent le couvert, ça rapporte trop de pognon. Friday the 13th, A New Beginning. Donc là, Jason est vraiment censé être mort, il est dead, mais pourtant, il y a encore un Jason en activité. Alors, je vais vous spoiler, parce que ce n'est pas très passionnant. On retrouve le personnage de Tommy Jarvis, malheureusement campé par un nouvel acteur. Alors on a un flashback avec Corey Feldman, mais je crois qu'à l'époque il était en tournage, il pouvait pas être présent pour tout le film, donc là ils ont fait en sorte que le film se passe vraiment des années plus tard. Ils ont pris un acteur donc qui n'est plus le même pour jouer Tommy Jarvis, qui est un très mauvais acteur. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez, je crois de toute façon qu'il n'a pas fait carrière. Donc on retrouve ce gamin qui est censé avoir des séquelles psychologiques suite aux événements du 4e film. Et pendant tout le film, ils font planer le mystère. Est-ce que c'est Tommy qui effectue les meurtres? Est-ce que c'est lui qui est devenu Jason? On a une surutilisation de la caméra subjective, vraiment pour faire traîner le mystère. Il n'y a jamais Tommy qui est présent sur les scènes de meurtre, donc on ne sait pas. Malheureusement, c'est un film qui n'a pas de couilles. Donc Jason, quand on apprend qui c'est, on crève de rire. Surtout quand on remate la scène qui a amené à sa transformation. En gros, je vais tout vous spoiler. Donc c'est un film, avant de vous dire ça, c'est un film qui est réalisé par Danny Steinman, et je voulais vous dire que c'est son dernier film. C'est-à-dire qu'il a réalisé ce film, vous le regardez sur IMDb, après Jason 5, le mec n'a plus jamais fait un long métrage. Terminé. Ça a signé la fin de sa carrière. Bref, du coup, ouais, il y a une scène au début du film qui a mourir de rire. T'as un espèce de bûcheron, il est en train de tailler du bois avec sa hache. Puis là, t'as un gros qui est en train de manger sa barre chocolatée, il arrive vers lui, et il lui dit « Pourquoi t'es énervé, mec, qu'est-ce qui va pas ?» Et le mec dit « Fous-moi la paix », etc. Il continue à tailler le bois. Et t'as le mec, le gros là, qui mange sa barre chocolatée, lui dit « Ouais, faut pas le prendre comme ça ». Mais il lui dit même pas un truc vraiment méchant, quoi. Et alors là, le bûcheron, il commence à péter un plomb, et il plante le mec avec la hache. Et donc le gars meurt, tout ça pour une histoire de barre chocolatée, c'est complètement ridicule. Déjà quand tu vois la scène, tu meurs de rire. Tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là? En plus t'as la musique de Harry Manfredini qui vient ponctuer la scène, qui est le même genre de musique qui est utilisée normalement pour les meurtres quand Jason est impliqué. Sauf que là non, c'est un personnage random qui bute un autre personnage random. Du coup t'as envie de crever de rire. Et donc là t'as 2 paramédics qui arrivent sur la scène. Et t'en as un des 2 qui fait la gueule. Il y a un gros plan sur son visage. Mais tu t'en fous, quoi. Tu te dis, ouais, bon, et alors, ok, tu regardes la suite, tu te dis, à quoi sert cette scène? C'est complètement gratuit, c'est ridicule. Est-ce que c'est pour mettre du faux suspense? Puis alors là, du coup, tu hésites pendant tout le film. Est-ce que c'est Tommy qui s'est déguisé en Jason ou est-ce que c'est le bûcheron qui est Jason? En fait, c'était ni l'un ni l'autre. C'est un des 2 médecins, des 2 paramédics. Il se trouve que c'était le père du mec qui s'est fait buter par le gars avec la hache. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin, c'est lui qui endosse le rôle de Jason parce que son fils s'est fait buter par un random. Voilà. Et alors là, ce qui est encore plus ridicule, c'est que c'est le film où il y a le body count le plus élevé. C'est le film où Jason tue le plus de victimes. C'est un truc de fou. Si vous regardez vraiment tous les vendredis 13, il n'y a jamais autant de meurtres que dans A New Beginning. Voilà, et c'est un random qui le fait. Et tu te dis, bon, je veux bien qu'il venge la mort de son fils, mais dans ce cas-là, il devrait tuer le bûcheron en priorité. Il devrait tuer aussi le médecin qui est son collègue qui s'est foutu de sa gueule. Non, il va buter des nanas, il va faire des trucs encore pires que ce que fait Jason dans les 4 premiers films. Enfin bref, c'est d'un ridicule complètement achevé. Tommy Jarvis, du coup, ne sert à rien, il n'est pas plus approfondi. Et à la fin du film, on nous refait le coup du twist. Ah, cette fois, c'est peut-être lui qui va devenir Jason. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans le 6e film? Eh bien, on va parler tout de suite. Mais bon, bref, pour tout vous dire, le 5e film, pour moi, c'est le pire de la saga avec le 8. Mais le reveal du médecin qui est Jason est tellement ridicule. Et en fait, juste pour la scène de la barre chocolatée,
Ce film est devenu mythique. Hein. Vous pouvez regarder juste l'extrait sur YouTube, vous allez mourir de rire. Et bah, c'est un Gaiden pour moi, il fait pas partie de la saga à mes yeux. Vous pouvez le regarder quand même parce qu'il y a le personnage de Tommy Jarvis. Mais voilà, c'est une vaste blague qui n'est pourtant pas mal réalisée. Il y a des meurtres originaux. Le score est toujours sympa. Ça se regarde, mais il n'y a pas le vrai Jason dans le film. Voilà. En 1986, très belle année, parce que c'est l'année de ma naissance, sort Friday the 13th, Jason Lives de Tom McLaughlin. Donc pour moi, c'est un des meilleurs opus de la saga, si ce n'est le meilleur. Si vous voulez commencer la saga par n'importe quel épisode, c'est peut-être celui-là que je vous conseillerais. Je vous ai dit le cas tout à l'heure, mais le 6, il y a tout dedans, et c'est à partir de cet épisode que la saga change de direction et ne devient plus complètement prévisible. C'est-à-dire que vraiment du 1 au 5, même si le 5, le prétexte et le faux Jason, c'est du gros n'importe quoi, ça reste un film qui est copié-collé avec énormément de filles à poil, des meurtres dans tous les sens. Là, on part sur autre chose. Là, on assume le côté Jason, mort-vivant, zombie, indestructible. Mais pour amener Jason à la vie, il fallait un prétexte complètement débile. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben, on retrouve donc le personnage de Tommy Jarvis, interprété encore une fois par un nouvel acteur, qui est pour moi le meilleur acteur des trois. Meilleur que Corey Feldman. Corey Feldman, il était gamin quand il jouait la première version du personnage. Mais le deuxième acteur dans le 5e était tellement mauvais. Là, pour moi, c'est le meilleur Tommy Jarvis. Par contre, son personnage est complètement con. Donc, dans une scène d'intro qui est très inspirée des Frankenstein des années 30, on retrouve Tommy et son pote qui vont aller déterrer le cadavre de Jason, donc qui est bouffé par les asticots. Et donc là, il va y avoir un coup de foudre. Et Jason va être ressuscité en mode zombie, en mode mort-vivant. Et il a plus la classe que jamais. Voilà, j'adore le design qu'ils ont fait dans le 6. C'est hyper iconisé. Jason, en fait, n'est jamais aussi iconisé qu'à partir de 6e opus. Il est vachement plus imposant. Et non, je crois que c'est à partir du 7e opus jusqu'au 10e où il est interprété par Kane Hodder. Mais voilà, ils ont quand même pris un autre acteur parce qu'en fait, de film en film, à chaque fois, ils prenaient un acteur différent pour camper Jason. Là, je crois que c'est encore le cas, un mec vachement plus mastoc. Et la réalisation est de qualité, voilà, Tom McLaughlin, alors malheureusement lui aussi, que des daubes après ça, catastrophe, mais il fait un film qui est soigné, qui est poli, bon évidemment qui a un plus gros budget que les précédents. En fait, avec Vendredi 13, le premier, on commençait par un budget de 500 000 $ à peu près. Sur le deuxième, on passait 1 million, et de film en film, il y a eu de plus en plus de pognon, et le pinacle, c'est avec le 10, sorti en 2001, et Freddy contre Jason, bien évidemment, de Ronnie Hu, qui ont eu beaucoup plus d'argent que tous les films Jason réunis, les vieux films. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui... On commence à avoir un peu plus d'argent, on fait un film qui est plus propre, des effets spéciaux toujours aussi travaillés, très bon découpage des scènes de meurtre, vraiment top, une putain d'ambiance, Alice Cooper à la BO, donc rien que pour ça, c'est la classe ultime. Et puis voilà, un film qui est complètement décomplexé, qui part définitivement dans la comédie, parce qu'autant du 1er au 5e, quand t'es gosse, ça peut être un petit peu surprenant, ça peut te faire peur, mais le 6e, il y a un côté auto-parodie complètement décomplexé, avec un fond sérieux parce que ça reste gore, même si là encore c'est un film qui a subi les ravages de la censure de l'époque. Mais je veux dire que quand tu vois que ça commence par un opening avec une référence à James Bond, avec le petit viseur là, c'est génial. Donc c'est un film vraiment, c'est des bars, tout est complètement gratuit. Tommy Jarvis, donc c'est à cause de lui que Jason revient à la vie, il est complètement décérébré. Mais c'est sympathique, voilà, on aime suivre ces personnages qui sont complètement débiles. Tommy a une fin heureuse, la fin est géniale, j'adore l'exécution de Jason à la fin, avec les flammes là, sur le lac, avec le petit bateau, j'adore. Voilà, un film qui a une putain d'ambiance, pour moi c'est un des meilleurs de la saga. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez dessus. Je me fous de ce qu'on dit dessus, mauvais film, daube, je m'en fous. C'est le genre de film, en fait d'ailleurs, mais c'est le cas pour ce que je pense de toute cette saga, c'est le genre de film, c'est des films qui ont des couilles. Voilà, on a des meufs à poil, on a des meurtres brutaux avec du sang, malgré une censure qui était très présente à l'époque, mais on fait plus les films comme ça maintenant. Les films d'horreur sont devenus vachement plus frileux, les producteurs, l'ambiance, etc. Je crois qu'on pourrait plus faire un vrai Vendredi 13 actuellement, avec tout le progressisme actuel d'ailleurs. Il n'y a pas de couple lesbien, il n'y a pas de couple homo dans la saga Vendredi 13. Ce sont que des couples hétéros, des femmes à poil sans raison, il n'y a pas de prétexte.
Tout est gratuit. Et c'est juste drôle. Et c'est fun. Voilà, c'est un petit film sympa à regarder pour Halloween. Si vous cherchez un film fun et débile, foncez dessus. Jason Lives, 1986, un grand cru. En 1988, 2 ans après le 6e opus, sort Friday the 13th, The New Blood. Donc là, c'est un film de John Carl Buechler, qui lui non plus n'a rien fait de bandant après cet opus. Là, on se retrouve devant une toute nouvelle proposition. En gros, le concept, c'est Jason contre Carrie. Voilà, sauf qu'il n'y a pas la licence Carrie, j'imagine, donc le personnage ne s'appelle pas Carrie, mais Tina. Donc c'est une jeune fille qui est traumatisée par l'eau. Son père va la jeter à l'eau, du coup elle va lui en vouloir et en déclenchant sa colère, elle va aussi déclencher ses pouvoirs télékinésiques, elle ne savait pas qu'elle en avait. Et du coup le ponton où est son père va s'effondrer, son père va mourir. Donc là on a une grosse ellipse, on retrouve le personnage de Tina qui a grandi, qui s'en veut de la mort de son père, qui se repointe devant le lac où son père s'est noyé. Et là, sans faire exprès, elle fait appel à ses pouvoirs parce qu'elle aimerait sortir son père du lac, mais elle va faire sortir Jason. Et oui, qui avait coulé à la fin du 6e opus avec Tommy Jarvis, rappelez-vous. Tommy Jarvis d'ailleurs qui disparaît complètement à partir de cet épisode, hein. Plus de nouvelles, plus rien. Et de toute façon là c'est un opus qui se passe longtemps après le 6e. Mais voilà, donc Jason est de retour, cette fois-ci interprété par Kane Hodder, qui est certainement l'acteur le plus emblématique sous le costume. C'est un cascadeur, donc il donne vraiment vie au personnage, il est plus crédible, il est très massif. Et c'est aussi, dans ce 7e épisode, mon design préféré de toute la saga pour Jason. Donc là, vous pouvez voir la version 1/6 de The New Blood. J'adore avec son masque qui est à moitié fendu, son uniforme qui est troué de partout, on voit sa colonne vertébrale derrière, enfin il fait vraiment zombie, il est balèze, il est badass. Et ce que j'adore, c'est le concept Jason contre Carrie, parce qu'on a eu un virage à partir du 6e opus, donc on s'éloigne vraiment de la structure des films, des premiers films. Et là, on part complètement dans le fantastique à partir de Jason Lives, et encore plus avec The New Blood, parce que là, on va avoir un combat final génial entre Jason et Tina, qui va pouvoir contrôler des objets, qui va en mettre plein la gueule, donc Jason, elle va le marave. C'est un film qu'il faut revoir, qui est toujours aussi fun. Voilà, malgré une galerie de personnages en dehors de Tina qui n'est pas très passionnant, mais la réelle bonne facture. Il y a encore une fois un découpage qui est vraiment étudié pour toutes les scènes d'exécution, pour tous les effets spéciaux. Le score de Harry Manfredini se renouvelle depuis le 6 et encore plus avec le 7e, ce qui est très appréciable. Il y a une véritable atmosphère, il y a une ambiance. C'est un film que j'aime revoir de temps en temps. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs opus de la saga. Je vous ferai un top à la fin, mais je le mets presque égalité avec le 6. Parfois je préfère le 7, parfois je préfère le 6. Voilà, pour moi en tout cas c'est clairement un des meilleurs vendredi 13. Vous pourriez également commencer par cet opus, voilà, qui est extrêmement fun. Et maintenant, on va enchaîner avec le 8e. Il faut aller vite parce que là, on va pas s'en sortir, les mecs. En 1989, un an après The New Blood, sort Jason Takes Manhattan. Et oui, Jason va à New York, cette fois-ci réalisé par Rob Hayden. Alors lui aussi, c'est un mec qui n'a rien fait de bandant, mais il a bossé sur la série télé Friday the 13th, série télé que je n'ai jamais vue, et qui apparemment est complètement déconnectée de l'intrigue des films, si tant est qu'on peut dire qu'il y a une intrigue. Je vous l'ai dit, les persos sont à chaque fois différents, à part Tommy Jarvis et l'héroïne du premier film, mais bref. Donc là, on se retrouve avec un nouveau concept, parce que là, bon, tout a été fait finalement dans la saga, on a eu 5 films qui racontaient la même chose, on a eu Jason le mort-vivant, on a eu Jason contre Carrie, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait Jason contre Superman? Non! Jason va à New York! Et c'est peut-être, sans doute, le pire film de la saga. Ce qui est ironique parce que, à mes yeux, c'est le mieux réalisé de la saga. Je vous jure, hein. Là, je l'ai rematé dans le cadre du marathon, c'est de loin, avec le Ronnie, qui a de très très beaux plans. C'est le mieux réalisé de la saga, et c'est celui où il y a la plus belle photo. C'est le plus propre de tous les films Vendredi 13, alors avec le plus gros budget de son époque, hein, c'était le plus cher jusque-là de la série. C'est un film qui a marché, mais c'est le dernier film produit par Paramount qui a ensuite vendu les droits à New Line. Mais c'est un très mauvais film, parce que, comme quoi on peut faire un film bien réalisé, le problème c'est qu'il est horriblement chiant. En fait, pendant 45 minutes, Jason n'est pas à Manhattan, mais sur un putain de bateau. Il se passe rien, alors ouais, il y a quelques meurtres, mais c'est lancinant. On nous instaure un nouveau plot avec des personnages tous plus inintéressants les uns que les autres.
ça met ce film, mais sans déconner, 1 heure à décoller, jusqu'à ce que Jason mette vraiment les pieds dans Manhattan, à New York, et que là on voit des settings sympas. En fait c'est un film qui est sympa à regarder parce qu'il pue les années 80. Vraiment on a tous les clichés des films des années 80, les machines à fumer, les lumières de l'époque, l'ambiance de New York de l'époque. On a même à un moment donné une affiche de Batman de Burton. Rien que pour ça, il vaut le coup d'être maté. Pour l'ambiance, pour l'atmosphère de New York des années 80. Pour tout le côté cliché tel qu'on se représente la ville. Mais c'est un film qui traîne en longueur, qui est chiant, qui est là pour le coup beaucoup moins inventif dans les meurtres. Alors avec une explication de design de Jason qui est incompréhensible. Parce que dans New Blood, il a les vêtements qui sont complètement déchirés, il a le masque qui est à moitié fendu. Là, pour une raison incompréhensible dans le 8ème, donc là en fait, ça fait suite à la fin du 7ème opus, hein. Mais là, je sais pas, il a un tout nouveau costume, son masque n'est plus fendu. Par contre, il a encore le coup de machette de The Final Chapter. Donc il y a de la continuité pour ça, mais par contre, pour le reste du masque et le costume, non, donc c'est incompréhensible. Mais il y a une mort qui vaut le coup, c'est la mort de Jason. En fait, c'est une des morts de Jason les plus cool, qui à mon avis en grande partie inspirée par Robocop sorti un peu avant. C'est Jason qui va se prendre des déchets chimiques, toxiques, dans la gueule. Vous savez, comme à la fin de Robocop, il y a certains méchants qui se prennent des déchets chimiques dans la gueule. Bah là, Jason va se prendre ça en plein visage, avec un effet spécial qui est un peu vieilli. Mais c'est quand même cool parce qu'à ce moment-là, Jason il fait un petit cri, on dirait un petit chat. T'as de la peine pour Jason à ce moment-là, tu vois. Et j'adore cette mise à mort après avec l'eau qui arrive dans les égouts. Mais globalement, c'est un film que j'ai trouvé moins inventif, mais visuellement super intéressant. Voilà, même dans le bateau, c'est vachement bien filmé parce que mine de rien, faire un huis clos, a fortiori dans un bateau, c'est pas évident. Il y a notamment un plan où la caméra passe à travers le hublot. Enfin, c'est un film qui est très propre, qui est très bien foutu. On sent qu'il y a du budget, même si on sent aussi qu'il y a un manque de budget par rapport au fait qu'il passe tout un pan du film sur le bateau. Mais ouais, il est beau, il est plaisant visuellement. Le score de Harry Manfredini est top. Il y a une atmosphère, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Je vous jure, j'ai dû me forcer pour pas accélérer en le rematant, parce que je le connaissais déjà. Mais voilà, je vais vous dire, le film vaut le coup quand même pour 2 choses. C'est la mort de Jason à la fin, mais surtout, une des meilleures séquences de toute la saga, c'est le combat de boxe entre un Black et Jason sur le toit d'un immeuble. Alors c'est une séquence qui est hyper longue, je crois que le combat dure plus d'1 minute. T'as le Black qui envoie des pains dans la gueule à Jason, il lui envoie des pains. Et au bout d'un moment, en fait, Jason, il recule, mais ça lui fait rien. Donc le Black s'essouffle, il en peut plus. Et lui dit, ok, vas-y, envoie-moi ton meilleur coup. Et là, Jason, il lui envoie une droite. Et du coup, ce qui est à mourir de rire, c'est que le Black, il se fait décapiter par le coup de poing de Jason. Cette scène-là, elle est mythique. C'est une des meilleures mises à mort de toute la saga. Donc, autant dans le film, je vous dis que les mises à mort sont pas ouf par rapport à ce qu'on a vu. En fait, c'est beaucoup de réchauffé. Mais cette mise à mort-là, elle déchire. Donc, rien que pour ça, bah, il faut voir la scène sur YouTube. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mater le film en entier. Ou si vous aimez les beaux plans, si vous voulez voir un New York des années 80, il y a une atmosphère quand même, il y a une ambiance. Donc c'est pas une merde absolue. Voilà, je reconnais qu'il y a un effort malgré tout. Mais certainement pour moi le moins bon opus de la saga avec le 5ème. Mais encore le 5ème, il y a le côté complètement absurde avec le twist de fin. Là, dans le 8, à part les 2 mises à mort dont je vous ai parlé, il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. Et la réa, voilà, mais comme quoi, une bonne réa ne sauve pas un film du naufrage, ni Jason. Et oui, parce que Jason, à la fin, eh ben, il remeurt noyé, et c'est très triste. Et maintenant, on va passer au 9ème opus. Je sais ce que vous allez dire. Cet homme n'a pas de chaussettes. Oui, alors en fait, il faut que je vous explique ce qui s'est passé. J'avais enregistré toute la rétrospective, je fais mon montage, je suis content, tout va bien. Et là, je me rends compte que le plan où je parle du 9 et du 10, le son a sauté. Il n'y a tout simplement plus de son, je dois le refaire. Donc vous m'excuserez, parce qu'il y a quelques faux raccords, et j'ai la flemme de remettre des chaussettes, d'accord? Bref, en 93, sort The Final Friday, Jason Goes to Hell, Jason va en enfer de Adam Marcus. Alors là, je pense que les fans étaient en stress, parce qu'il ne s'est jamais passé autant d'années entre 2 vendredis 13. En général, c'était tous les ans, maximum tous les 2 ans. Là, vous vous rendez compte qu'ils ont attendu 4 ans. C'est terrible, c'est inacceptable. Alors, Jason va en enfer, j'avoue tout,
C'est un de mes vendredis 13 préférés. Subjectivement, je trouve que c'est le meilleur. Objectivement, je ne peux pas le placer en numéro 1. Parce que la réa est assez catastrophique. Alors, ce Adam Marcus, c'est peut-être le seul réa sur toute la franchise qui est un mauvais réalisateur. J'aimerais vous dire son parcours part pour lui, parce que vraiment, il n'a rien fait après ce film. Et non, vraiment, il n'a pas le sens du cadre. Il ne sait pas faire de découpage. Son film est une catastrophe en termes de forme. Et j'en ai bien conscience. Et c'est un film qui piétine complètement la mythologie de la saga. Ils en ont rien à foutre. En fait, c'est un film qui réinvente complètement tout ce qu'on sait sur Jason Voorhees. Et il faut le faire parce que c'est quand même le 9e opus. Donc évidemment, beaucoup de fans ont gueulé. Des décennies après, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ce 9e film. Et moi, je vous avoue que c'est un de mes préférés. Je vais essayer de le justifier. Alors, moi, je vais vous dire, du 1 au 5, vraiment, je trouve que c'est un bis repetita, je vous l'ai dit. Un copier-coller. Ça décolle vraiment à partir du 6. Donc le 6, 7, 8, ils essaient de renouveler la franchise, mais alors là, le 9, là, on part presque sur une autre planète. Mais attention, parce qu'il reste encore le 10. Et c'est là où, définitivement, on partira sur une autre planète. Et le 9, ce que je trouve génial, c'est qu'il se fout complètement de tout ce qui a pu être dit avant. Là, on a un personnage complètement risible, ridicule, grotesque, qui s'appelle Duke. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'acteur qui campe ce perso, mais je le trouve excellent. En gros, c'est un perso qui se ramène, qui débarque de nulle part, et qui connaît tout sur la famille Voorhees. C'est-à-dire que le mec est omniscient, il sait exactement comment tuer Jason, il nous apprend que Jason a une sœur, qu'il a de la famille dont on n'a jamais entendu parler au-delà de sa mère, et il faut qu'on accepte ça. Donc c'est un retcon complet par rapport à la mythologie. À un moment donné, il sort carrément le bouquin qu'on voit dans Evil Dead. On apprend qu'il faut utiliser une dague spéciale. Il faut que ça soit un membre de la famille de Jason, lié par le sang, qui tue Jason avec cette fameuse dague. Enfin, c'est du délire complet. Mais alors le pire, c'est que pour trouver une explication au fait que Jason se régénère, bon, il y a le coup du zombie, mais alors là, ils nous sortent un nouveau truc de leur chapeau, parce que finalement, à la fin du 8, on aurait presque pu considérer ça comme la mort définitive de Jason. Même si c'est un zombie, il se prend des déchets toxiques dans la gueule, il est complètement défiguré, il se renoie, c'était symbolique. Il se noie de nouveau, je veux dire, j'ai pas dit qu'il était black. Mais donc du coup, il fallait trouver un prétexte. Donc là, il trouve un nouveau truc, c'est que Jason finalement peut se régénérer, un peu comme Boo, à partir de presque n'importe quoi. Alors le film commence très très fort, il y a peut-être le meilleur opening de toute la saga entière, malgré une réalisation vraiment mais sans inspiration, sans éclat, et encore c'est pas le pire moment du film. Mais j'adore le début. En gros t'as une nana, donc c'est le cliché absolu de la série, c'est une bombasse qui va se foutre à poil, et là ça suffit pour faire pop Jason. Parce que vous savez, en fait, Jason, il suffit qu'il y ait une meuf à poil ou qu'il y ait des gens qui baissent pour qu'il se ramène. Donc là, la nana se fout à poil, elle prend sa douche, et là, Jason rapplique, elle se fait courser, et on se dit, bon, elle va y passer comme d'hab, sauf que là, non, Jason la poursuit, il arrive dans un champ près du lac, et là, plein de lumière s'allume, et là, t'as un commando GIGN qui sort de nulle part, des mecs qui sortent de derrière les buissons, il déglingue Jason, il le canarde dans tous les sens, mais à tel point que Jason, il explose. Et du coup, t'as la tête de Jason qui vole en l'air, mais son corps, littéralement, il explose. Mais quand tu vois ça la première fois, et même quand tu le revois, c'est à se pisser dessus, c'est génial. Donc tu comprends, la nana, c'était un appât. En gros, c'était un setup pour faire venir Jason et ensuite l'amener dans un piège. Donc il explose, on envoie ce qui reste de Jason, donc quelques côtes, quelques parties de son corps, son cœur également à la morgue. Et là, du coup, le médecin qui est en train de faire l'autopsie, pour une raison inexplicable, il est très attiré par le cœur de Jason qui est en train de battre. Et là, il peut pas s'en empêcher. Il croque dans le cœur, il bouffe le cœur, il kiffe, il adore. Et là, il se fait posséder par Jason. Donc là, c'est un retcon complet. Donc Jason, maintenant, peut se transférer de corps en corps. Et c'est ça qui est génial. C'est que ça devient imprévisible. Il y a un côté The Thing. Finalement, cette idée a été reprise dans tous les sens, dernièrement dans It Follows. Et donc là, voilà, Jason va se transférer de corps en corps. Donc il va revêtir plusieurs visages, plusieurs corps différents. À un moment donné, il y a un petit caméo de Ken Hodder, d'ailleurs, qui campe encore Jason, hein, pour le peu de temps où il apparaît. Et
Et il peut carrément se régénérer vers la fin du film, il prend possession de quelqu'un et il arrive carrément à se régénérer en tant que Jason de A à Z. Alors j'adore le design dans le deuxième film, là on a le masque qui est carrément intégré à son visage, ça déchire. Ce qui n'a aucune logique, hein, parce que dans le 8e opus, donc, il se faisait vraiment détruire la gueule avec les déchets toxiques, et le masque il était bousillé. Mais là pour une raison inconnue, le masque est fusionné avec sa tête, mais on s'en fout, j'adore le design. Et bref, bon, il se passe tout un tas de péripéties, mais c'est un film qui est surprenant, qui n'a rien à voir dans la structure avec le reste de la saga, c'est vraiment complètement frais. Il y a des dialogues complètement ridicules, mais c'est un film du coup de la saga qui n'est pas prévisible. Et dans le cadre d'un marathon, ça fait du bien, quoi. C'est frais, c'est neuf, et la fin est vraiment excellente. Bon, je vous spoil pas tout, mais je vous spoil quand même un des derniers trucs, malgré le fait que le film soit mal réalisé. Il y a un plan génial sur le masque de hockey de Jason qui est en train de prendre la poussière. Et là, sorti de nulle part, t'as la griffe de Freddy Krueger qui arrive. D'où le titre, Jason va en enfer. Freddy amène Jason en enfer. Et ça déchire, c'est ce qui a fait fantasmer tout le monde pendant une décennie. Ça a pris 10 ans entre ce film et Freddy contre Jason pour qu'on ait enfin le crossover tant attendu. Freddy contre Jason. Et rien que pour ça, c'est un des top films de la saga. Donc ça a ses défauts. J'aimerais quand même dire que le score de Manfredini se renouvelle. Je vous ai dit, à partir du 6, il fait des efforts. Hein, c'est plus juste un copier-coller des premiers scores entre le 1 et le 5. Là, il y a beaucoup d'innovations. C'est très plaisant. Des plans, un découpage qui sont vraiment pas terribles. Des scènes de mort qui sont, je trouve, pas ouf. Par rapport aux précédents opus, on a vu mieux. Malgré l'opening qui est proprement génial. L'effet spécial sur la fin là, est complètement raté, c'est les débuts des effets spéciaux de merde des années 90, vous savez, qu'on a notamment vu dans la Highlander, avec vraiment des effets de lumière mais complètement dégueulasses, sortis de l'enfer. Bref, ce film a plein de défauts, j'en suis conscient, je sais qu'il chie sur la mythologie, mais en fait il apporte tellement de sang frais, de sang neuf, il fait tellement n'importe quoi, c'est tellement un gros fuck à la gueule, complètement décomplexé, c'est tellement ridicule, drôle. Moi je kiffe, j'aime bien en fait, c'est fun et débile. Et finalement c'est un des films qui incarne le plus l'esprit de la série. Décomplexé, on est là pour se marrer. Jason va en enfer, 93, un très grand cru, un des musts de la saga, matez-le. Et j'ai oublié de vous dire un truc important. Jason va en enfer, c'est le premier film de New Line Cinema, une fois qu'ils ont récupéré la licence. Et c'est quand même ironique, parce que les mecs, ils achètent les droits. Bon, ils font d'autres trucs à côté, hein, d'autres produits dérivés. Mais les mecs, ils achètent les droits pour faire un seul film, et après terminer, rideau. Parce qu'ils ont appelé ça quand même Jason va en enfer, The Final Friday. Le vendredi final, c'était censé être le dernier. Bon, comme le 4 était censé être le dernier. Mais pour le coup, c'était vraiment le dernier vendredi 13 avant très longtemps. Il s'est passé 8 ans avant d'avoir Jason 10, aussi appelé Jason X, de James Isaac, qui est également un réalisateur de merde, qui a une carrière minable. Et voilà, il s'est passé du temps. Ils se sont dit au bout d'un moment, bon, on a quand même les droits, pourquoi pas se faire du fric facile? D'où Jason 10. Alors Jason 10, c'est une catastrophe objective. Hein. Franchement, je sais que c'est une daube intersidérale, j'en ai conscience. Mais si je vous disais que c'est un de mes vendredis 13 préférés, vous allez faire quoi? Oui, ça m'arrive d'avoir des good shots, c'est un plaisir coupable. Jason 10, finalement, c'est logique. À partir du 6, ils sont allés dans toutes les directions. On a eu Jason le mort-vivant, Jason contre Carrie, Jason va à Manhattan, Jason va en enfer, il va en enfer, qu'est-ce que vous voulez de plus, il est mort, bon on fait quoi? Bon, on l'envoie dans l'espace, bien sûr. Mais c'est une super idée, ça déchire, moi j'adore. C'est tellement nawak. Il y a une autre série comme ça de films d'horreur qui a envoyé son perso dans l'espace, c'est Le Procon. c'est vous dire le niveau. Mais bref, on a Ken Hodder qui est de retour en Jason, donc ça fait plaisir. C'est la dernière fois où il apparaît en tant que Jason, parce que malheureusement ils l'ont pas repris dans Freddy contre Jason. Que vous dire? On est dans l'ère post-Matrix, donc on a beaucoup de références à la réalité virtuelle, à Matrix. On a des références à Alien, bien évidemment, ça se passe dans un vaisseau spatial. D'ailleurs, en fait, on pourrait faire une suite à Jason 10, hein. Il faudrait faire Jason contre Alien. J'imagine qu'il y a un comic book qui est sorti là-dessus, forcément il y a dû y avoir quelque chose.
Et bref, évidemment, il y a des références à Alien, on a l'équivalent de Bishop, on a une cyborg sexy avec une scène magnifique où elle présente ses seins, et on a des faux tétons qui tombent et elle ressemble à une Barbie, c'est génial. Elle apprend le kung-fu à la fin du film et elle pète la gueule à Jason, ça déchire, elle le déboîte. Quoi qu'on en dise, cette scène, elle atomise tout et je la mets au même niveau que l'affrontement Tina contre Jason dans New Blood. C'est vous dire, moi, ça me touche, une nana sexy qui fait du kung-fu, qui pète la gueule à Jason, j'achète, j'aime bien, eh oui. Et alors, bon, et alors, ce qui se passe, vu qu'il est complètement dégommé, eh ben, il y a une machine régénérante, et là, il va se transformer en Uber Jason. Jason Mecha, il revient plus badass que jamais, moitié cyborg, moitié Jason, complètement badass, il est prêt à trucider tout le monde. Et alors là, on a le plan le plus ridicule de la saga, où t'as le Black qui survit jusqu'à la fin du film pour mourir comme une chasse. On a un plan magnifique de Jason qui est porté par le Black dans l'espace. Ne dites rien, ce plan, c'est du génie absolu. On arrive à un tel niveau d'absurdité que moi, ça me fait rêver. Je préfère ça à une comédie bidon française qu'on a vue et revue avec des acteurs moisis. Là, vous m'envoyez Jason dans l'espace, et là, il est vraiment dans l'espace, il est en train de flotter dans les airs, il arrive dans l'atmosphère. Et après, il retombe, alors, il arrive sur la Terre 2 à la fin du film, il retombe dans un lac, ça promet une suite. Mais voilà, moi j'adore, c'est tellement débile. On arrive à la frontière, vous savez, vraiment au moment où on se dit, c'est tellement con que c'est génial. Voilà, il y a tellement de répliques débiles dans ce film, il y a tellement de trucs qui ne vont pas, c'est tellement cliché, c'est tellement over the top que j'achète. Alors, quand même pour vous parler de l'intro, parce que je vous ai spoilé absolument tout le film, mais il faut le mater, ça a quand même un intérêt. Bon, c'est un film qui a une réalisation correcte, on a les débuts du CGI sur la saga, mais il y a encore beaucoup d'effets en dur qui sont vachement bien. Il y a notamment un effet qui est génial avec la blonde qui se fait marave par Jason avec sa tête frigorifiée, c'est énorme. Bref, au début du film, que se passe-t-il? C'est vrai, qu'est-ce qui se passe, vous allez me demander. Et je vais vous le dire. Au début du film, donc il se passe... après Freddy contre Jason, voilà, faut comprendre un truc, c'est qu'il y a eu Jason va en enfer, ensuite vient se mettre Freddy contre Jason, et ensuite il y a Jason 10. Donc Jason 10 se passe vraiment des années après Jason va en enfer. On comprend plus ou moins comment il est revenu avec Freddy contre Jason. Et donc il y a des gens qui arrivent à capturer Jason. Ils n'arrivent pas à le faire crever. Ils essayent toutes les méthodes, il n'y a rien à faire. Jason est increvable. Du coup, ils décident quoi? De le cryogéniser. C'est logique, j'aurais fait pareil. Du coup, il se passe 400 ans. Et là, t'as un groupe d'humains du futur, encore plus débiles que les humains du passé qui arrivent. Ils arrivent à Crystal Lake, ils voient un petit Jason frigorifié. Ils se disent, ah, un masque de hockey, c'est sympa, c'est une relique. C'est un sport qu'on faisait à l'époque. Ils voient une nana qui est congelée avec lui. Puis là, c'est un truc qui est génial, c'est qu'il y a un mec qui se fait couper un bras, alors que Jason est encore cryogénisé, mais vu qu'il a la machette qui est comme ça, t'as son corps qui tombe, et ça découpe le bras du mec. Qui pisse le sang. Et le pire, c'est qu'il a pas de réaction, il dit « Oh, mon bras !» C'est génial. Moi, c'est pour ça que j'aime cette série, les mecs. Bref, du coup, ils l'amènent à bord dans leur vaisseau spatial. C'est logique, hein, le mec a l'air super dangereux. C'est une énorme masse. Il a un masque de hockey, on voit clairement qu'il a pas l'air très humain. Et il a une putain de machette, mais on va le prendre à bord du vaisseau spatial. Bref... Il l'embarque, il le décryogénise, et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bah oui, Jason tue tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois, c'est nouveau pour la série, donc on est dans le cadre de l'espace, dans un vaisseau, mais ça respecte vraiment les codes de ce qu'était la série à l'origine, avec des nanas à poil, ça baisse dans tous les sens, évidemment dans le vaisseau, donc que ça à faire de baiser, c'est la priorité. Bref, écoutez, un nanar de l'espace, c'est le cas de le dire, sorti en 2001, que je recommande très chaudement, et croyez-le ou non, il fait partie de mon top de la saga, et je vous emmerde. Et on arrive déjà au dernier film de la saga canonique, on va dire, de Vendredi 13, avant de parler du remake. Freddy contre Jason, sorti en 2003 par Ronnie Yu. Donc Ronnie Yu, vous le connaissez parce que c'est celui qui a réalisé La fiancée de Chucky, que j'adore, qui est certainement le film le mieux réalisé de la saga. Bien là, c'est encore une fois un film qui réussit avec brio, qui est pourtant très casse-gueule parce qu'il faut mixer les univers de Vendredi 13 et de Freddy. Donc il y a vraiment des codes très différents, à la fois dans les codes couleurs et même dans la gestion des effets spéciaux. Parce que la saga Freddy, j'en reparlerai peut-être, je ferai peut-être une rétrospective l'année prochaine, c'est encore plus poussé en termes de recherche d'effets spéciaux. Il y a une colorimétrie qui est bien particulière. Donc là, réussir à mixer deux façons de faire, deux styles tellement différents, tellement opposés,
il fallait un petit génie, et donc c'est Ronnie Yu qui livre un film qui a des défauts, qui n'est pas parfait, mais qui a des moments tellement exceptionnels que ça se remate avec grand plaisir. C'est une réalisation 4 étoiles, une très belle photo, l'introduction est complètement mortelle, voilà, surtout on nous représente un petit peu la genèse de Freddy, comment il en a été amené à devenir Freddy Krueger, ce personnage qui apparaît dans les cauchemars. Donc là on le présente sous forme humaine avec Robert Englund qui reprend le rôle, toujours aussi génial. Malheureusement pour Jason, ils n'ont pas pris Kane Hodder, qui interprétait donc Jason entre le 7, le 8, le 9 et le 10. Là je sais pas pour quelle raison ils l'ont pas pris pour Freddy contre Jason, c'est scandaleux. Mais voilà, en tout cas ça reste ce qu'on voulait voir depuis longtemps à l'écran. C'est l'affrontement entre deux monstres sacrés du cinéma d'horreur des années 80, deux franchises mythiques. Pour moi, le pari réussit haut la main. Il y a vraiment un découpage exceptionnel, une réalisation au top. Je dirais que ce qui pêche, c'est le casting de jeunes. Voilà, les jeunes sont assez insupportables. Ils sont trop présents pendant tout le film. D'ailleurs, par contre, il y a un très très bon acteur. C'est le mec qui joue Bill Williamson dans les films Rampage de Uwe Boll. J'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Je crois que c'est Peter Fletcher, mais j'ai un doute. Alors, excellent acteur. Mais le reste du casting, pas ouf. Mais voilà, il y a une putain d'ambiance. Ça fait plaisir de retrouver les codes des deux sagas. Pour le mec qui a vu toute la saga Vendredi 13 et toute la saga Freddy, vous allez être aux anges. Il y a plein de petits clins d'œil. Il y a plein de petits easter eggs. Et puis à la fin, il y a un dénouement que je ne vous dévoile pas. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, ou pour ceux voilà, qui vont découvrir cette saga Vendredi 13 et peut-être après ils vont découvrir la saga Freddy, je vais pas vous spoiler ce crossover, parce que qui gagne entre Freddy et Jason? Mystère. Bref, en tout cas, un bon film. Si, je pense vraiment que c'est pas une daube du tout. C'était très casse-gueule de faire ce crossover, et Ronnie Yu s'en est sorti haut la main. Même si, voilà, je préfère très largement La fiancée de Chucky, qui était peut-être plus straightforward, qui était plus simple à faire pour lui, et que j'ai trouvé même peut-être plus inventif à certains moments. Parce que là dans Freddy contre Jason, à part l'affrontement final qui a vraiment ses moments de bravoure, on a quand même beaucoup de choses qui sont reprises des deux sagas respectives, mais c'est normal parce qu'il faut faire des clins d'œil. Il y a un petit sentiment parfois de réchauffer. Alors que La fiancée de Chucky, c'était complètement frais, vous voyez. Ça partait dans une toute nouvelle direction. En tout cas, voilà, un film que je vous recommande, qui fait partie de la saga, et donc qui se place chronologiquement entre le 9e et le 10e film de la série. Bref, maintenant je vais finir en parlant du remake de 2009 par Marcus Nispel. Donc là, écoutez, la saga Vendredi 13 était morte. J'espère qu'elle restera morte. Parce que c'est une saga qui est extrêmement diversifiée, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous regardez l'évolution entre le premier et le dernier film, chronologiquement, je veux dire, si vous prenez le premier Vendredi 13 de 80 et Jason 10 de 2001, ça part... On est parti, mais dans un truc qui n'a plus rien à voir. Alors que si vous regardez le premier Halloween et le dernier Halloween, on reste vraiment en terrain très familier. Hein. On est vraiment dans une suite qui essaie de respecter à fond l'ADN du premier film, même si ça se vautre pour moi à peu près tous les niveaux, mais j'en ai parlé l'année dernière. Mais là voilà, c'est une saga qui est énormément évoluée, pour le meilleur et pour le pire. Moi il se trouve que j'adore la direction qu'ils ont prise à partir du 6e opus, et j'achète toujours autant avec le 9 et le 10. Et en fait, il y a eu tellement de ressucés entre le 1, 2, 3, 4, 5 que la formule, on la connaît par cœur. Et je pense que le gros problème du remake de 2009, qui n'est pas un mauvais film, qui n'est pas une bouse, qui n'est pas une catastrophe, son problème, c'est que c'est un best-of des parties 1 à 4. C'est-à-dire que vous avez la totale, vous avez la mère de Jason, vous avez Jason en mode sac à patate tel qu'on l'a vu dans le 2, vous avez Jason avec le masque de hockey, bref, avec plein de références. C'est vraiment un best-of des 4 premiers films. Le problème, c'est que les 4 premiers films, on les connaît par cœur et qui se ressemblent entre eux. Et là, ça fait bis repetita et ça n'amène pas le mythe plus loin. Moi, je trouve que la saga, elle se suffit elle-même. Entre les 10 films et le crossover, on n'a pas besoin de plus. On a 11 films qui se tiennent, qui forment une chronologie avec une véritable évolution pour Jason, avec un canon installé, malgré des incohérences, malgré un 9e film qui vient piétiner la mythologie de Jason. Pour moi, on n'avait pas besoin de faire un remake, on n'a pas besoin de repartir à zéro, on n'a pas besoin de revoir encore un film qui ressemble au premier film, aux 4 premiers. On a déjà 5 films qui sont des remakes les uns des autres. Donc voilà, c'est un film inutile, un remake inutile, et j'espère vraiment qu'ils s'aventureront jamais à faire encore un reboot remake. Malheureusement, j'ai peur que ça arrive.
Parce que comme le dit un des personnages dans Jason 10, le meilleur moyen de ramener un personnage à la vie, en l'occurrence Jason, c'est le pognon. C'est marrant, c'est un petit peu méta, c'est un mot des producteurs hein, sur Jason 10 qui sont totalement conscients qu'ils sont en train de faire un film complètement nanardeux, et que la seule raison pour laquelle ils le font, enfin la raison principale, même si ça transpire un certain amour pour le personnage, mais la raison principale, on le sait, c'est le pognon. Bref, donc voilà, du réchauffé le vendredi 13 de 2009, mais il a un gros point fort, c'est l'opening. Je sais pas si je vous le spoil, allez, je vais vous le spoiler, c'est la rétrospective après tout. Mais en gros, on a un générique d'ouverture qui est le plus long de toute la saga, qui doit durer 20 minutes. Et en fait, on nous présente tout un groupe de gens, et ils vont tous se faire trucider par Jason. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, c'est une blague, parce que j'étais persuadé que quelqu'un allait survivre, qu'on aurait le générique. Non, non, tout le monde y passe. Et en fait, l'intro, c'est limite un court-métrage vendredi 13. Et le problème, c'est qu'autant l'intro elle est géniale, parce qu'on n'a jamais vu ça dans la série, là pour le coup c'est original, on a un Jason qui va buter absolument tous les campeurs, ce qui n'est jamais le cas dans la série, à chaque fois il y a au moins un survivant. Là il les bute tous, et après t'as le générique, et le problème en fait c'est qu'après ça repart à zéro, avec les origin story, avec un nouveau groupe de gens, un survivant, etc. Et du coup il n'y a plus aucune surprise. Tout l'intérêt, tout le chewing-gum, tout le malabar, il est dans l'intro. Voilà, c'est le seul bon point que je donne au film. Et si vous avez envie de vous y intéresser, bah écoutez, je vous conseille un truc, arrêtez-vous après l'introduction. Parce qu'après, il n'y a plus aucune surprise. Bref, écoutez, messieurs, en conclusion, Vendredi 13, c'est une saga majeure du film d'horreur. Ça a certainement redéfini ce qu'était le slasher dans les années 80. Même si, voilà, je pense qu'à la base, ça doit beaucoup à Halloween et même Psycho. Même si Psycho, c'est pas vraiment un slasher, parce qu'il n'y a pas autant de body count que dans Halloween et Jason. Mais en tout cas, voilà, une saga qui est importante, un personnage mythique qui fait partie maintenant de la pop culture, qu'on adore voir, sous toutes ses itérations. Moi, mon préféré, ça reste... mon design préféré, ça reste New Blood. Mais j'adore également son design dans le 9, dans le 10, même dans le 6. Mais même après, dans les premiers, j'aime bien son design plus sobre, avec le sac à patates, son premier masque de hockey. C'est un perso qui a un certain lore, parce qu'il a des costumes qui sont classe. Voilà, c'est un perso qui fait badass, qui en envoie visuellement. C'est un personnage qui ne demande qu'une chose, c'est être iconisé. Et je trouve que dans le 6e film, c'est un des films, même dans le 7, mais le 6 c'est un des films où le mieux iconisé. Pour mon top personnel, en fait il change à chaque fois que je remate les films. J'avais pas le même top il y a quelques années. Je vais vous dire, pour moi, objectivement le meilleur, ça serait le 6. Ensuite je mettrais le 9, parce que pour moi c'est le meilleur. Parce que c'est le plus fun, parce que c'est le plus débile, c'est le plus ridicule, et qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Donc le 6, le 9, le 7 que je trouve génial avec Tina, qui est une sorte de Carrie, avec l'affrontement final qui est mortel. Et le 10, pour son côté ultra fun, ultra décomplexé, Jason dans l'espace, que demander de plus? Après voilà, ce sont des films qui sont d'une certaine façon des films d'exploitation qui sont d'une connerie abyssale, où il n'y a aucune justification à rien, ce sont des meurtres gratuits, c'est de la nudité gratuite. Mais c'est pas grave, parce que c'est rigolo, vous voyez. Mais après, il n'y a pas de vision d'auteur derrière, c'est ça le reproche que je ferai à cette saga globalement. On peut voir ça comme une série de bouses qui sont pas très réfléchies, même si c'est un peu injuste de le dire, parce qu'il y a un certain travail dans le département des effets spéciaux, dans la recherche sur l'iconisation du personnage, sur son chara-design, sur comment les meurtres vont être... exécuté de manière réaliste avec la recherche d'effets spéciaux. Je suis complètement con, j'ai oublié de parler du score de Harry Manfredini qui évolue sur le 10e film. Pour moi, c'est le meilleur score. Donc c'est intéressant de voir un même compositeur qui va évoluer petit à petit au fil de la saga. Vous comparez vraiment ce qu'il a fait sur le premier film, ça se répète de film en film. Ça commence à changer à partir du 6, et arrivé au 10, on a une BO qui n'a plus rien à voir, qui est vachement plus orchestrale, qui est plus symphonique, qui est vachement plus recherchée, qui est vraiment top. On a une évolution du personnage de Jason, auquel finalement on finit par s'attacher, qui est la véritable star de cette saga. Mais je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a beaucoup plus de recherche dans la saga Freddy, sur les meurtres, sur les effets spéciaux. Si vous êtes passionné d'effets spéciaux, la saga Freddy, c'est vraiment la saga qui est faite pour vous. C'est complètement dingue ce qu'ils ont fait avec les animatroniques, toutes les astuces de l'époque, c'est fou. Même s'il y a aussi beaucoup d'astuces sur Jason, hein, mais il y en a encore plus dans Freddy. Mais après, pour moi,
la saga qui met le plus cher, ça reste Halloween, voilà, le premier de John Carpenter, mais même le 4, je le trouve génial, le 4, il y a une véritable ambiance, c'est des films qui font vraiment peur. Et Michael Myers, pour moi, c'est la figure ultime du boogeyman, le slasher, enfin le méchant ultime. J'adore ces films, et c'est inexplicable, mais je serai amené à vous reparler d'Halloween, parce que j'aimerais ajuster certaines choses que j'ai dit l'année dernière, et je vais vous dire ce soir pour Halloween, moi je vais me refaire le premier film, et je vais redonner une chance à Halloween 2018, parce que là j'ai vu le trailer de Halloween Kills, et vu que je suis un pigeon Halloween, je vais courir le voir. Il aurait dû sortir cette année, malheureusement il est repoussé d'1 an, Halloween Kills. Ça ne promet rien, ça va être la même chose, mais j'ai envie de le voir, c'est terrible. Donc ce soir je me fais Halloween. Ah, peut-être que je vais faire Halloween 4 aussi. Je vais faire Halloween 4 et Halloween 2018. Ouais. Voilà. Bref, messieurs, dames, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses, parce qu'il y avait trop d'informations à donner. Entre les acteurs, les réalisateurs, les anecdotes, les effets spéciaux, les BO, tellement d'informations à donner. Je vous ai donné en tout cas mon classement personnel. Donc vous savez, le 6. J'ai dit quoi ensuite? Le 7? Non, le 6, le 9, le 7 et le 10. Voilà, simple. Jouez ça au loto, là. Je vous le dis, c'est les numéros gagnants. Le 6, le 9, le 7, le 10. Le million. Euro million, là, on est bon. Je vous promets, je sens que je suis sur un gros truc là. Bah écoute, en tout cas, messieurs, dames, merci de m'avoir suivi. Encore une fois, merci de votre générosité pour ceux qui font des dons et pour ceux qui sont dans la daube, pour ceux pour qui c'est compliqué, contactez-nous à cagnotte.padawamhd@gmail.com. Si vous connaissez des gens pour qui le mois est très compliqué ou les mois vont être très compliqués, contactez-nous. On offre une aide de 35 € par personne. Voilà, donc j'espère qu'on pourra le tenir le plus longtemps possible. Il faut s'entraider dans cette période qui est très dure. Mais ce soir c'est Halloween, donc joyeux Halloween à tous. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.